Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors, le micro. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de notre ami, le citoyen Jaurès. Que dis-je, le camarade Jaurès? Parce que Jaurès est collectiviste. Il n'est pas social-démocrate, contrairement à ce que pourraient prétendre des gens du PS qui veulent se en revendiquer de façon frauduleuse. On va lire cet article. Alors, l'article a été publié sur Le Vent se lève. Produit souvent des articles intéressants. Le 3 avril 2021. Il s'intitule Jean Jaurès pour un socialisme douanier. Introduction. Le 17 février 1894, Jean Jaurès prononce à la Chambre des députés un discours passé à la postérité sous le nom pour un socialisme douanier. Tandis que la France est confrontée à une importante crise agricole, la question du relèvement des droits de douane sur les importations de blé est soumise au débat. S'il dénonce le point de vue libre-échangiste, Jaurès combat également le protectionnisme de façade, qui aura, selon lui, pour principale conséquence l'enrichissement des spéculateurs français. À ces deux conceptions, il oppose la vision d'un protectionnisme abouti, laissant toute sa place à un État régulateur capable d'organiser l'économie, l'acheminement des denrées et leur distribution, parce qu'il aborde les questions du libre-échange, des travailleurs étrangers, des frontières et du rôle de l'État dans la planification de l'économie. Ce discours, que nous reproduisons dans notre série Les Grands Textes, conserve une actualité brûlante. Retranscription, Guillemette Magnin et le Haut-Rossel. On commence. Monsieur Jaurès, je ne puis, pas à mon grand regret et à ma grande concision, promettre à la Chambre d'être très bref. J'ai besoin de lui demander toute sa patience. Parlez. Entre parenthèses. Je crois en effet que c'est la première fois qu'une solution socialiste est proposée dans une question douanière. C'est en tout cas la première fois qu'à cette tribune, on demande dans la discussion sur le commerce extérieur des céréales de donner le monopole de l'importation des blés à l'État. Il n'a été fait sur cette question aucun rapport par la commission des douanes. Il n'y a eu, quoique notre projet ait été déposé depuis plusieurs semaines, ni discussion dans les bureaux, cela va de soi, ni discussion devant la commission des douanes. Je suis donc obligé tout à la fois de justifier le principe et d'expliquer le mécanisme de notre proposition. Je constate tout d'abord, pour la bien préciser, qu'elle est strictement limitée à l'objet actuel de vos délibérations, c'est-à-dire au commerce extérieur des blés, ou pour parler avec plus d'exactitude, au commerce d'importation des blés. Nous ne touchons pas notre proposition ni au commerce d'exportation des blés, nous touchons par notre proposition ni au commerce d'exportation des blés, ni au commerce extérieur des céréales, ni au commerce d'exportation des blés, ni au commerce extérieur des céréales, et j'essaierai de montrer que nous touchons en rien ni à l'intérêt des ports, ni à l'intérêt des industries qui manipulent les céréales. Il s'agit tout simplement de substituer l'État pour l'importation des blés étrangers et des farines étrangères aux grands intermédiaires qui font à l'heure actuelle la loi sur le marché. Il s'agit de décider que pour le commerce d'importation des blés, c'est la nation qui sera elle-même son propre intermédiaire. Nous voulons par là l'affranchir d'abord de la domination de ces spéculateurs dont il a été beaucoup parlé à cette tribune, et lui donner en même temps le moyen de régler par des prix normaux les cours intérieurs du blé au profit des cultivateurs. Très bien, très bien, très bien, écrit à l'extrême gauche, au sein de l'extrême gauche de l'Assemblée. D'où est née notre proposition? Elle n'est pas sortie de préoccupations doctrinales ou théoriques.
D'où est née notre proposition? Elle n'est pas sortie de préoccupations doctrinales ou théoriques. Certes, elle s'inspire de l'idée socialiste, et c'est l'honneur de notre parti que toutes les solutions partielles, que toutes les propositions particulières que nous apportons à cette tribune soient inspirées du même esprit et portent, pour ainsi dire, la même marque, mais notre proposition procède avant tout des nécessités pratiques et positives. Elle procède de la crise agricole prolongée, des souffrances toujours plus aiguës des cultivateurs, auxquelles vous n'avez pas pu porter remède. Elle procède de l'impuissance constatée de la politique douanière et des mesures protectionnistes. Elle procède enfin des abus et des excès de cette spéculation contre laquelle tous les partis successivement viennent s'indigner à cette tribune avec une sorte de conviction mélodramatique. Mais que le parti socialiste est seul à frapper vigoureusement d'un coup décisif. Applaudissements sur les mêmes bancs. Je n'ai pas, en ce moment du débat, à intervenir dans la querelle entre protectionnistes et libre-échangistes, entre l'honorable M. Méline et l'honorable M. Labat. D'abord parce que, après le passage à la discussion des articles, vous n'êtes plus à discuter des principes, mais à discuter des moyens d'application et de réalisation. Ensuite et surtout, parce que nous, socialistes, nous sommes, je ne permettrai pas de dire au-dessus, mais en dehors de la protection et du libre-échange. La protection et le libre-échange sont liés à un ordre social qui, à nos yeux, est provisoire, et que nous voulons éliminer, ce qui caractérise le régime capitaliste, c'est-à-dire l'appropriation individuelle des grands moyens de production et d'échange. La propriété capitaliste, ainsi définie, est constituée, a pour conséquence nécessaire et normale la concurrence universelle de producteur à producteur, la lutte économique d'homme à homme. Tous, que vous soyez libre-échangiste ou protectionniste, vous admettez et le principe et la conséquence. Quand vous n'êtes pas socialiste, vous admettez et la propriété capitaliste et la concurrence universelle qui en résulte nécessairement. L'honorable M. Méline lui-même déclarait l'autre jour qu'en proposant des tarifs de douane, il n'entendait pas contester le principe de concurrence internationale, qu'il entendait seulement en atténuer, en modérer les effets. À ce point de vue, entre libre-échangistes et protectionnistes, il n'y a qu'une différence à nos yeux secondaire. Les libre-échangistes veulent respecter le jeu absolument libre de la concurrence internationale. Ils veulent laisser toute son ampleur au marché universel. Ils sont patriotes, mais ils estiment que ce groupement historique qu'ils appellent la patrie, qui a d'autres et de très nobles objets, ne doit pas intervenir plus que dans les échanges de peuple à peuple. Les protectionnistes, au contraire, sans contester le principe même de la concurrence entre les nations, estiment que la patrie n'est pas seulement une unité historique et une personne morale, mais qu'elle a des droits, dans une certaine mesure, de réagir sur le marché universel. Il y a entre vous, cette communauté, c'est que vous acceptez tous que dans l'ordre de la production, la loi même de la vie, c'est l'universelle bataille. Seulement, pour les libre-échangistes, c'est la planète tout entière qui est le champ de bataille. Et les protectionnistes veulent, par des barrières douanières plus ou moins élevées, tracer dans ce champ de bataille universel autant de champs de bataille distincts qu'il y a de nations distinctes. Mais pour nous qui voulons supprimer le combat lui-même, pour nous qui voulons, en supprimant l'appropriation individuelle des moyens de production et d'échange, supprimer notre concurrence aussi bien intérieure qu'extérieure, vous entendez bien que, sans que j'aie besoin d'insister davantage, que la protection et le libre-échange sont des phénomènes relatifs et provisoires, comme la société elle-même dont nous préparons la disparition. Exclamation au centre, applaudissements à l'extrême gauche. Nous sommes donc liés par nos principes ni à la protection ni au libre-échange, et j'ajoute que nous sommes également servis par l'un et l'autre. Lorsque l'un et l'autre ont produit leurs conséquences naturelles extrêmes, lorsque la concurrence universelle exaspérée que respecte le libre-échange a créé ou aggravé l'inégalité des fortunes, lorsqu'elle a accumulé dans un pays ou dans une partie de la production de ce pays les mécontentements et les ruines, et lorsqu'à son tour le protectionnisme est discrédité ou usé par l'impuissance, par l'inefficacité de ces demi-mesures,
qui sont le plus souvent des contradictions sans être des remèdes, alors apparaît naturellement nécessairement la solution socialiste. Applaudissements sur les mêmes bancs. C'est ainsi que les paysans, ruinés par la formidable poussée de la concurrence étrangère, écrasés par la spéculation cosmopolite, détachés du protectionnisme qui les a peut-être empêchés de mourir, mais qui ne les a pas aidés à vivre, c'est ainsi que les paysans commencent à se relier et se relieront de plus en plus à mesure que nous continuerons l'expérience de mesures contradictoires et inefficaces au seul projet net, efficace et décisif, qui est en cette question le monopole de l'importation assuré à l'État. Toutes les fois que nous apportons une solution qui résulte de la nature des choses et de l'état des sociétés contemporaines, on cherche entre les propositions des socialistes et certaines institutions du passé, je ne sais quelle vaste analogie extérieure, pour nous reprocher, à bon marché, d'être des rétrogrades, ou comme dit M. Yves Guyot dans ses jours de verre, des régressifs. Toutes les fois, par exemple, que nous venons demander que l'on transfère à la nation organisée cette souveraineté économique qui appartient à l'heure actuelle à des oligarchies privilégiées, on nous dit que nous voulons ramener l'humanité au communisme des tribus primitives. C'est-à-dire qu'on nous reproche, c'est-à-dire qu'on nous reproche, à nous qui voulons organiser économiquement la nation, comme elle l'est déjà au point de vue politique, de vouloir ramener l'humanité à des temps où la nation elle-même n'existait pas. Eh bien, s'il est vrai qu'alors nous revenions à l'ancienne Égypte, vous, lorsque vous organisez la République et le suffrage universel, ne revenez-vous pas aussi à ces institutions barbares dans lesquelles chacun des soldats donnait son avis ? Si nous revenons à l'ancienne Égypte, il y a longtemps que nous, organisateurs du suffrage universel, vous siégiez dans les forêts de Germanie. Le père Mirabeau, s'il m'est permis à moi aussi d'essayer une courte revue des ancêtres, remarque ingénieusement que par le régime des banques, l'or, de nouveau enfoui et immobile, revient à ses conditions premières et rentre en quelque sorte sous terre. Voilà donc au compte des économistes que les grands banquiers et les grandes institutions de banque font rétrograder la civilisation humaine bien en deçà de l'époque où les Phéniciens creusaient les premiers puits de mines. Non, notre proposition est loin d'être anarchique, elle est la seule actuelle parce qu'elle est la seule qui puisse, dans cette question des blés, donner à la fois toute sa réalité au libre-échange et toute son efficacité à la protection. Quelques-uns d'entre vous parlent beaucoup ici du libre-échange. Vous imaginez qu'il suffirait de supprimer les droits de douane pour qu'il y eût le libre-échange dans ce pays pour les blés. Repoussez tout à l'heure la proposition de monopole de l'État que nous apportons, et par surcroît, il y aura lieu d'élever des droits de douane sur les blés, supprimez-les entièrement, et y aura-t-il pour cela, dans cette question, des blés d'échange libre entre la nation et le marché extérieur? Pas le moins du monde. Car entre la nation et le marché extérieur, il s'est interposé une corporation d'intermédiaires qui font la loi sur le marché national. Applaudissements à l'extrême gauche. À mesure que le commerce international se fait par la plus grande masse et par plus grands capitaux, à mesure aussi que la petite meunerie disparaît, absorbée par la grande, et que celle-ci, pour ses grandes affaires, touche à la spéculation, c'est bien en effet à une corporation de 10 ou 12 intermédiaires qui est maîtresse du marché français, des relations de la France avec le marché extérieur. Nouveau applaudissement sur les mêmes bancs, interruption à gauche et au centre. C'est une chose singulière qu'ici, les représentants de tous les partis aient pu s'en soulever le moindre murmure, et je puis dire même aux applaudissements unanimes de cette assemblée, dénoncer l'influence toute puissance néfaste de la spéculation. Et lorsqu'à mon tour je viens tenir le même langage, je ne rencontre qu'opposition et rumeur. Quelle différence faites-vous donc entre nous? Et si vous murmurez maintenant, n'est-ce pas parce qu'au bout de ce qui n'était jusqu'ici que déclamation, il y a des sanctions efficaces? Applaudissements à l'extrême gauche. Ici, j'ai le droit d'invoquer le témoignage et l'autorité des ministres, même qui se sont succédés sur ces bancs. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas eu, depuis 10 ans, un seul ministre de l'Agriculture parlant avec son autorité ministérielle sous sa responsabilité,
au nom du gouvernement, qui ne soit venu à cette tribune dénoncer la spéculation. Alors, une petite intervention. Monsieur Rouvier. Monsieur Rouvier, la spéculation, que dites-vous? Chacun flétrit à son tour. Je la considère comme nécessaire à la prospérité du pays. Exclamation à l'extrême gauche. Et j'estime que c'est elle, par sa vigilance, son activité, que rien n'interrompt, qui met le genre humain à l'abri des grandes variations des prix que nous n'avons pas revues depuis de longues années. Flétrissez là tant que vous voudrez. Ce n'est pas moins qu'elle vous garantit de la famine et qui concourt à la richesse du pays. Très bien, sur divergents bancs, mouvements divers. On reprend Monsieur Jaurès. Monsieur Jaurès, je me félicite d'avoir provoqué ces explications de l'honorable Monsieur Rouvier, et j'en m'empresse de lui rendre ce témoignage que ce qu'il dit à cette heure, il l'a toujours dit hautement et courageusement. Aussi n'est-ce pas ces paroles que j'ai en ce moment à recueillir et à utiliser. Ce n'est pas à lui que je m'adresse, je serais peut-être même en un autre sens d'accord avec lui. Je ne crois pas qu'il soit aussi facile que certains protectionnistes le disent, de faire des parts entre ce qu'ils appellent la spéculation illicite et le grand commerce. Nous croyons précisément, nous autres, qu'il est difficile de marquer dans notre société, les nuances de l'honnête et du malhonnête. Je reviens à l'historique très rapide que je faisais des déclarations gouvernementales. Je me rappelle que l'honorable Monsieur Devel, qui dans la Chambre de 1885 à 1889 a eu à s'expliquer sur la question des blés, a flétri avec une vigueur indignée les manœuvres de la spéculation. Je rappelle, et je vais le rappeler, que 2 ans plus tard, le 15 novembre 1888, Monsieur Viette, dont on saluait tout à l'heure la mémoire avec une douloureuse sympathie, et toute la Chambre s'est associée à ce sentiment, disait, pesé avec gravité de ses paroles, je cite, « L'alimentation publique n'est pas menacée. Je me trompe, elle est menacée par un syndicat. Elle n'est nullement menacée par l'insuffisance des récoltes, mais par des manœuvres de bourse. Le marché des grains est en ce moment en butte aux tentatives d'une bande d'écumeurs. Réunis dans cette complicité occulte qu'ils ont l'effronterie d'appeler un syndicat, et qui se sont rencontrés en Autriche, à Vienne, au mois d'août dernier. Là, sans recherche aucun des éléments de la question, alors que les producteurs de blé n'avaient pas encore pu, même approximativement, apprécier la richesse de la récolte, on a décidé qu'on jouerait à la hausse sur la vie humaine. On a calculé de parti pris, on a soigneusement établi toutes les conditions de la hausse et on a réparti chaque pays le déficit et la dose de détresse nécessaires pour enrichir les affameurs. Voilà ce qui s'est passé. Avec le micro. J'ajoute, voilà ce qui s'est dit à la tribune. Voilà ce qui, à cette époque, était la vérité. Monsieur le ministre de l'Agriculture, l'honorable Monsieur Viguier, avant-hier, sous une forme plus atténuée, n'est-il pas venu nous dire que les spéculateurs exerçaient en effet dans ce baccarat de blé une influence qui pouvait être contraire aux intérêts du pays. N'a-t-il pas dit que la panique déchaînée en 1891 à la première apparence d'une mauvaise récolte, panique qui n'était justifiée en rien, comme l'événement l'a montré, par l'état général du marché des grains, avait été provoquée par des manœuvres de spéculation qui, brusquement, quand le paysan s'était dessaisi de sa récolte, avait fait en 3 mois, sans raison aucune, hausser de plus de 5 francs le prix du blé dans les derniers mois de 1891. N'avez-vous pas dit cela, Monsieur le ministre de l'Agriculture? Donc voilà, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur Viguier, ministre de l'Agriculture. C'est parfaitement exact. J'ai l'habitude de dire ma façon de penser au risque de fournir des arguments à mes adversaires et je le ferai toujours. Applaudissements. Monsieur Jaurès, ce n'est pas seulement dans le passé, mais dans un avenir prochain, que vous pourrez affirmer cette influence de la spéculation en matière de grains. Vous discutez depuis 2 mois, mais vous n'avez pas pu prendre une décision rapide. Et il entre dans ce moment-ci
des quantités considérables de gras. Pendant un an, la baisse va continuer sur le blé. Les grands commerçants de blé maintiendront les prix aux cours les plus bas, grâce aux quantités qu'ils ont accumulées. Le paysan sera dessaisi de sa récolte à des prix très bas. Et 3 mois après, les mêmes hommes, les mêmes négociants déclareront tout à fait, les mêmes négociants déclareront tout à coup qu'il n'y a plus de gras, que le droit de 7 ou 8 francs est écrasant, qu'on est à la veille de la famine. Ils déchaîneront une nouvelle panique et ils infligeront aux consommateurs pauvres des prix élevés, alors qu'ils auront infligé aux paysans des prix très bas. Applaudissements sur divers bancs. Et c'est devant cette puissance que vous devez et c'est devant cette puissance que vous voulez rester désarmé. C'est devant cette puissance que les libre-échangistes s'inclinent et les protectionnistes inconséquents, par des mesures incomplètes et par conséquent maladroites, viennent leur fournir des armes nouvelles. Et c'est devant cette puissance que vous voulez rester désarmés. C'est devant cette puissance que les libre-échangistes s'inclinent et les protectionnistes inconséquents, par des mesures incomplètes et par conséquent maladroites, viennent leur fournir des armes nouvelles. Messieurs, ce n'est pas seulement au point de vue de l'alimentation publique qu'il est bon que la nation reprenne la maîtrise de ses relations avec le marché extérieur, c'est encore au point de vue de la défense nationale elle-même. Vous savez bien qu'une des causes pour lesquelles en 1870 Paris n'a pas pu suffisamment tenir, c'est qu'il n'y avait plus d'approvisionnement. Et vous savez bien qu'en 1890, le même phénomène menaçait de se produire. Vous vous rappelez que le conseil municipal de Paris en 1890 fut obligé de s'émouvoir parce qu'à raison de certaines combinaisons, de certaines manœuvres de la spéculation internationale, il ne restait devant Paris pour la consommation urgente que 4 jours de vivres en blé et en farine, et que par conséquent, grâce à certaines combinaisons du marché cosmopolite, qui en France même est pour une bonne part réglée par des étrangers, je me permets encore de vous indiquer ce détail, vous pouviez être là pour l'approvisionnement, vous pouviez être pour l'approvisionnement de vos grandes places fortes à la merci d'un incident international. Le ministre de la Guerre vous a demandé, il y a quelques années, de constituer l'approvisionnement des places fortes. Qu'a-t-on fait pour cela? Tout ce qu'on fera ne sera rien tant que l'État, en même temps qu'il sera l'importateur de blé, n'aura pas pu constituer certaines réserves qui pourront faire face, à un moment donné, à certaines complications internationales. Voilà pourquoi, c'est une des premières raisons, nous demandons que l'État soit le seul importateur des blés étrangers. Quel autre usage fera-t-il de ce monopole dans ma pensée? Quel autre usage fera-t-il de ce monopole? Dans ma pensée, je n'hésite pas à le déclarer très haut. Il devra s'en servir pour assurer aux produits agricoles une rémunération équitable et normale. Nous ne devons pas indiquer dans notre projet les prix auxquels l'État vendrait sur le marché français son blé, parce que nous voulons d'abord que la Chambre se prononce, indépendamment de toute question de détail, sur le principe et sur le mécanisme même de notre proposition. Mais si le projet est adopté, je demanderai personnellement tout de suite à ce que le prix auquel l'État sera tenu de vendre le blé étranger acheté et emmagasiné par lui soit le prix qu'on a déclaré être le prix normal, le prix de 25 francs. Car nous avons eu, nous autres, la satisfaction d'entendre beaucoup parler, ces jours-ci, de prix normal et juste salaire, mouvement divers. J'entends bien ce prix de 25 francs, qui est supérieur au prix habituel des blés sur le marché français, et plus encore au prix des blés sur les marchés étrangers. Ce prix de 25 francs contient, dans une très large mesure, un élément de protection. Et ici, je me trouve en face d'une des difficultés les plus graves qui puissent se présenter aux hommes de notre parti. Je vous demande la permission, sous ma responsabilité, propre et en mon nom personnel, de m'en expliquer très rapidement. Cette difficulté tient pour nous, comme pour tous les démocrates sincères, à la complexité même du monde rural.
S'il n'y avait pour bénéficier d'une rémunération suffisante des prix que des propriétaires oisifs et des rentiers du sol, j'imagine que la question ne ferait de doute pour personne. Mais la crise des prix qui diminue les grands revenus du propriétaire oisif achève en même temps la ruine du petit propriétaire qui cultive lui-même son domaine. Elle achève la ruine du fermier qui a contracté des baux à un cours de beaucoup supérieur au cours actuel des blés. Elle achève la ruine du métayer qui est payé en nature et qui, lui, n'est salarié que par la rémunération de ses produits. Voilà ce qui fait la complexité et la difficulté de la question. Et c'est pourquoi nous nous appliquons, par un ensemble de mesures, à protéger le travail agricole, tout en cherchant à concentrer en effet, par des mesures complémentaires, sur les travailleurs ruraux tout le bénéfice de cette protection. Oui, nous devons protection aux petits propriétaires cultivateurs, aux métayers aux bérets, aux fermiers dans la peine. Et voici pourquoi, au point de vue socialiste, je ne me sens pas gêné de leur accorder une protection. C'est parce que cela, comme je le disais tout à l'heure, la forme même du salaire, c'est le prix du produit. Et quand nous leur assurons à ces ouvriers de la démocratie rurale le minimum de salaire que nous réclamons pour la démocratie ouvrière, et quand nous leur assurons à ces ouvriers de la démocratie rurale le minimum de salaire que nous réclamons pour la démocratie ouvrière. Et de même, nous protestons contre l'invasion des ouvriers étrangers qui viennent travailler au rabais. Et ici, il ne faut pas qu'il y ait méprise. Nous n'entendons nullement, nous qui sommes internationalistes, rumeurs et interruptions sur divers bancs. Vous entendez bien que ce n'est pas nous qui voulons éveiller entre les travailleurs manuels des différents pays les animosités d'un chauvinisme jaloux. Non, mais ce que nous ne voulons pas, c'est que le capital international a cherché la main-d'œuvre sur les marchés où elle est le plus humiliée, dépréciée pour la jeter sans contrôle et sans réglementation sur le marché français. Et pour amener partout dans le monde des salaires au niveau des pays où ils sont le plus bas. Applaudissements. C'est en ce sens, et en ce sens seulement, que nous voulons protéger la main-d'œuvre française contre la main-d'œuvre étrangère. Non pas, je le répète, par un exclusivisme d'esprit chauvin, mais pour substituer l'international du bien-être à l'international de la misère. Applaudissements à l'extrême gauche, mouvement divers. Mais alors, messieurs, quand j'examine la démocratie rurale, sous quelle forme les travailleurs du dehors viennent-ils faire concurrence ? À des prix dépréciés, au prix propriétaires, à des prix dépréciés, aux petits propriétaires, aux petits cultivateurs, aux métayers, aux fermiers. C'est sous la forme même des produits agricoles, lorsque dans l'Inde, par conséquent, un hectolitre de blé a été produit par des salariés qui ne touchent que des salaires de 20 à 25 centimes par jour. Je dis que lorsqu'on vient acheter sur le marché français des produits agricoles, du blé par exemple, qui ont été obtenus par des travailleurs réduits à un salaire dérisoire, c'est exactement comme si on jetait dans les campagnes de France, pour faire concurrence à nos paysans, les ouvriers qui au dehors travaillent à des salaires dépréciés. Et voilà pourquoi, pour ma part, je ne me refuse nullement à protéger l'ensemble de la production agricole, mais j'ajoute à condition, et vous y êtes engagé vous y êtes engagé vous-même, que par des mesures complémentaires, vous assuriez à la démocratie rurale, à ceux qui travaillent véritablement, le bénéfice exclusif de cette mesure. Voilà pourquoi, lorsque vous aurez voté les surtaxes que vous préparez, nous viendrons vous demander d'en assurer le bénéfice aux travailleurs des champs. Vous nous dites qu'ils en bénéficieront indirectement. Eh bien, nous ne voulons pas nous occuper d'eux d'une façon Vous dites qu'ils en bénéficieront indirectement. Eh bien, nous ne voulons pas nous occuper d'eux d'une façon indirecte, par des ricochets toujours problématiques et incertains. Puisque vous prenez dans l'intérêt de la propriété rurale des mesures directes, nous vous demanderons de prendre des mesures directes dans l'intérêt des travailleurs ruraux. Nous vous demanderons de leur assurer un salaire minimum. Vous avez calculé le prix de revient du blé dans toute la France. Vous pouvez bien savoir
aussi ce que coûte une famille. Les statistiques ne s'appliquent pas spécialement aux végétaux, elles s'appliquent aussi aux hommes. Elles s'appliquent aussi aux hommes. Vous pouvez savoir ce qu'il en coûte pour élever une famille paysanne. Vous pouvez savoir que les travailleurs agricoles concurrencés par les ouvriers belges, appelés par ceux qui nous reprochent notre internationalisme, travaillent à des prix dérisoires. Vous ne pouvez pas vraiment nous donner cette assurance hautaine qu'une fois la surtaxe votée, le bénéfice en ira certainement par des répercussions que vous ne pouvez pas prévoir aux travailleurs agricoles. Nous vous demanderons d'assurer aux métayers et aux fermiers sortant le bénéfice de la plus-value incorporée par eux au sol. Alors là, c'est Monsieur Terrier du coup qui dit « Cela se fait en Angleterre ». Monsieur Jaurès qui répond « Nous vous demanderons, comme Monsieur Gladstone l'a demandé et obtenu pour d'autres, que vous soumettiez à des révisions arbitrales les baux de vos fermiers pour que les propriétaires ne puissent pas les élever à raison du surcroît de rente que vous leur assurez par votre protection. Voilà, messieurs, ce que nous vous demanderons, et vous serez obligés de voter avec nous. » L'honorable monsieur là-bas prononçait l'autre jour cette parole très forte. Lorsque par des mesures douanières vous l'aurez élevé le blé à 25 francs, vous aurez incorporé dans ce blé de 25 francs une part de richesse qui sera le résultat immédiat de l'action de l'intervention sociale. Eh bien, nous disons, nous, que dans toute propriété individuelle, il y a une intervention de la société. Mais le plus souvent, cette intervention sociale occulte et profonde est dissimulée, à la surface au moins, par une certaine activité individuelle. Ici, ce ne sera plus le cas. Ce ne sera plus l'activité individuelle qui aura ce surcroît de rente. Elle n'y figurera même plus du tout. Il y aura un surcroît de rente agricole qui sera exclusivement le résultat de l'intervention sociale. Ce sera donc une richesse sociale sur laquelle la société aura un droit absolu. Applaudissements à l'extrême gauche. Nous aurons donc le droit, puisque cette richesse est d'origine et de nature sociale, de demander que la société intervienne pour en assurer la répartition de la façon qui convient dans une démocratie, c'est-à-dire au profit de ceux qui travaillent. Et c'est vous-même qui ouvrez à la société l'accès des fortunes individuelles. C'est vous qui ajoutez aujourd'hui à votre maison un étage aux frais du public. Vous donnez donc par là même à la société le droit d'entrer chez vous, le droit d'occuper cet étage. J'espère que dans cette œuvre dont nous aurons l'appui, quoi qu'il en ait dit, de l'honorable M. Béline et de la commission des douanes, rire, car tous les matins, on lui présente le protectionnisme comme un miroir et on lui dit « Regardez-vous, c'est la figure d'un socialiste. » On rit. Je crois qu'on exagère, Monsieur le Président de la Commission des douanes. Mais vous me permettez cependant d'ajouter à toutes les polémiques innocentes dont vous êtes l'objet une citation. Celle du grand Cavour, qui a été amené à la tribune de Turin en 1851 à propos d'une discussion ouverte sur le socialisme, a traité exactement la question que je traite en ce moment. Il disait, dans l'ordre économique, comme dans l'ordre politique, comme dans l'ordre religieux, les idées seules peuvent lutter efficacement contre les idées. Ce premier paragraphe est pour Monsieur le ministre de l'Intérieur. Nouveau rire. Or, je dis que l'allié le plus puissant du socialisme, dans l'ordre intellectuel bien entendu, c'est la doctrine protectionniste. Elle part absolument du même principe, réduite à la plus simple expression. Elle affirme le droit et le devoir du gouvernement d'intervenir dans la distribution, dans l'emploi des capitaux. Elle affirme que le gouvernement a pour fonction de substituer sa volonté qu'il tient pour la plus éclairée à la volonté libre des individus. Si ces affirmations venaient à passer à l'état des vérités reçues et incontestées, je ne vois pas ce qu'on pourrait répondre aux classes ouvrières, à ceux qui se font leur avocat, quand ils viendraient dire au gouvernement « Vous croyez qu'il est de votre droit et de votre devoir d'intervenir dans la distribution du capital et d'en réglementer l'action. Pourquoi donc ne vous mêlez-vous pas
de l'élément de la production, le salaire. Pourquoi n'organisez pas vous pas le travail? Très bien, à l'extrême gauche. Eh bien, je ne crois pas, malgré l'autorité de parole, qu'il faille confondre protectionnisme et socialiste. Et nous n'y tenons pas plus que ne paraît y tenir l'honorable M. Méline lui-même. Mais c'est précisément parce que les protectionnistes ne sont pas des socialistes qui nous donnent une plus grande force. Mais c'est précisément parce que les protectionnistes ne sont pas des socialistes qu'ils nous donnent une plus grande force. Comment ils reconnaissent les principes essentiels de la société actuelle? Ils reconnaissent qu'elle a pour principe l'initiative individuelle, la propriété individuelle et la libre concurrence des producteurs contre les producteurs. Et ils sont obligés cependant, pour empêcher cette société d'aboutir à des cataclysmes et à des désastres, de suspendre eux-mêmes, de contrôler eux-mêmes les faits des lois qu'ils reconnaissent d'ailleurs comme excellentes et nécessaires. C'est la condamnation de la société actuelle prononcée non pas par ceux qui pensent comme nous, mais chose plus importante, par ceux qui parlent contre nous. Applaudissements à l'extrême gauche. Monsieur Méline a recouru à une singulière analogie. Il l'a dit, lorsque l'État crée des tarifs de douane, il n'intervient nullement dans les conditions respectives des citoyens à l'intérieur du pays. Il se borne à défendre la fortune nationale en bloc contre la concurrence étrangère, de même que l'État protège l'intégrité du territoire national par les armées. Messieurs, il y a là une confusion singulière. Ce qui fait précisément la force et l'unité de la patrie, ce qui fait que l'État peut se défendre l'intégrité du sol et la liberté de la patrie contre l'ennemi extérieur, sans intervenir en rien dans les relations d'intérêt des citoyens et des particuliers, et des particuliers, dans l'intérêt des citoyens et l'intérêt des citoyens et des particuliers, c'est précisément que l'idée de patrie constituée au-dessus des divisions, des intérêts particuliers, c'est précisément que l'idée de la patrie est constituée au-dessus des divisions, des intérêts particuliers. Très bien, très bien. Il y a quelque part un groupement historique, il y a quelque part sur cette planète que des révolutions que l'on peut calculer entraînent à des destinées inconnues. Il y a un groupement historique qui s'appelle la France, qui a été constitué par des siècles de souffrances communes, d'espérances communes. La lourde formation monarchique en ont peu à peu juxtaposé et soudé les morceaux. Et les ardentes épreuves de la Révolution l'ont fondu en un seul métal. C'est la patrie française. Très bien, très bien. Oui, la patrie existe, indépendamment des luttes qui peuvent se produire dans son intérieur, de particulier à particulier. Oui, il y a des luttes, des haines entre les citoyens, des rivalités entre les familles, des rivalités passionnées entre les partis. Il y a aussi, nous le croyons, nous, et nous le disons parce que nous disons toujours ce que nous croyons être la réalité, il y a des antagonismes profonds de classe. Mais quelles que soient ces luttes politiques, ces divisions économiques, ces antagonismes sociaux, ils ne peuvent porter atteinte à l'idée même de la patrie, à l'unité de la patrie telle qu'elle a été constituée. Applaudissements sur divers bancs. Ils ne peuvent porter atteinte. Vous voyez donc, par l'expérience même de cette séance, qu'il n'appartient pas à l'intolérance ou à la haine des partis de couper la patrie en morceaux, puisque malgré toutes les interruptions, toutes les persécutions, elle restera une, et qu'on ne parviendra pas à nous séparer d'elle. Monsieur Béline peut-il dire qu'il en est ainsi dans l'ordre économique? A-t-il réalisé à l'heure actuelle, dans l'ordre des intérêts, cette homogénéité morale que la patrie a réalisée dans un autre ordre? Vous mettez des droits à la frontière et vous déclarez que c'est seulement contre l'ennemi. Prenez garde. De pareilles mesures ont à l'intérieur des répercussions variées. Vous accordez ainsi une rente plus élevée à ceux qui possèdent davantage. Vous intervenez dans les contrats. Vous prenez parti entre les intérêts qui ne sont essentiellement pas essentiellement les mêmes. Et alors, vous n'avez pas le droit de dire que c'est une fonction analogue à la défense de la patrie. Vous l'avez si bien senti que vous avez cherché à justifier cette rente que vous attribuez aux propriétaires. Savez-vous, messieurs, quelles sont les deux catégories économiques
que l'honorable monsieur Méline a découvert dans le pays. Il a découvert d'un côté les travailleurs et de l'autre les producteurs. Il paraît que ce ne sont pas les travailleurs qui sont les producteurs. Le producteur, c'est le grand propriétaire qui ne réside jamais dans ses terres et qui dépense à Paris le bruit de ses, le bruit. Pardon, je recommence. Il paraît que ce ne sont pas les travailleurs qui sont les producteurs. Le producteur, c'est le grand propriétaire qui ne réside jamais dans ses terres et qui dépense à Paris le produit de ses fermages. Bruit à droite. La logique même des principes invoqués par vous vous obligera à aller jusqu'au bout et à protéger la démocratie rurale par des sanctions efficaces que nous proposerons et que sans doute vous repousserez. La logique même des principes invoqués par vous vous obligera à aller jusqu'au bout et à protéger la démocratie rurale par des sanctions efficaces que nous proposerons et que sans doute vous repousserez. Que faites-vous pour les cultivateurs? Il existe un droit de 5 francs. Vous voulez le porter à 7 francs ou 8 francs. On a beaucoup discuté sur les effets de ce droit. Toutefois, il est certain que si le droit de 5 francs a empêché une baisse plus grande du prix du blé, il n'a pas produit à son institution un relèvement quelconque des prix. Quelles sont donc les causes de cette situation? Je n'ai pas à les rechercher. Les uns assurent que c'est le change, d'autres assurent l'exagération des récoltes extérieures. D'autres, encore comme Monsieur là-bas, prétendent que c'est la nécessité pour les pays producteurs, vers lesquels sont alliés nos capitaux, de nous servir les intérêts de ces emprunts. Et pour cela, de jeter sur notre marché leurs produits agricoles à des prix qui avilissent le prix de nos denrées. Il importe peu pour notre thèse que nous choisissons telle ou telle de ces explications et que la vérité soit avec les uns ou avec les autres. Le résultat est le suivant. Le droit à 5 francs n'a-t-il pas relevé le prix des denrées agricoles au niveau que vous vouliez atteindre? Quelle raison avez-vous d'espérer que le droit de 7 francs, c'est-à-dire le nouveau surcroît de 2 francs, sera plus efficace? Avec le droit de 5 francs, vous avez échoué. Voilà pourquoi réussiriez-vous avec une nouvelle taxe de 2 francs? Les causes qui ont paralysé l'action du droit de 5 francs ne vont-elles pas persister et peut-être même s'aggraver? Est-ce que la production ne va pas continuer à se développer dans le monde? Est-ce que les phénomènes du change ne peuvent pas encore s'aggraver à votre détriment? Est-ce que les pays
Et je crois qu'on ne peut nous en faire qu'une. On ne peut pas on ne peut pas nous parler des difficultés pratiques. J'imagine ne sera difficile à l'État ni d'acheter des blés à des cours publics sur les marchés du dehors, ni de les emmagasiner jusqu'à concurrence de la quantité suffisante. Soit dans ces entrepôts, soit dans des magasins qui seront distribués à l'intérieur du territoire euh, pour être, pour être à la portée des besoins. Interruption. Non, ce ne sera pas là les difficultés pratiques qu'on nous peut opposer. On nous en oppose qu'une essentielle, c'est qu'il ne convient pas, c'est qu'il ne peut être dangereux de faire intervenir l'État. L'autre jour, lorsque l'honorable M. Brist nous déclarait à cette tribune qu'il ne fallait pas adopter de demi-mesure, je me suis permis par voie d'interview. L'autre jour, lorsque l'honorable M. Brice nous déclarait à cette tribune qu'il ne fallait pas adopter de demi-mesure, je me suis permis, par voie d'interruption, de lui dire « Mais votez donc alors le monopole d'État !» Vous m'avez répondu « Non, je suis trop partisan des initiatives individuelles. » Ah, vous avez une singulière façon d'être partisan de ces initiatives individuelles. Comment ? Vous venez demander à cette tribune qu'on assure aux cultivateurs une rémunération suffisante, et non pas au même prix qu'un droit de 7 francs, ni un droit de 8 francs, mais un droit de 10 francs par quintal métrique. Vous demandez une sorte de prohibition, vous demandez une réglementation des entrepôts. Puis, lorsque vous avez demandé tout cela à l'État, quand vous vous installez chez lui et que vous y avez bien dîné, vous lui dites des choses désagréables. On rit. Vous renversez, mon cher collègue, le mot de Molière. Pour vous, le plus détestable amphitryon est celui chez qui on a dîné. Nouveau rire. C'est la maxime d'un très grand nombre de protectionnistes qui sollicitent l'intervention de l'État. Et puis qui disent, après tout le mal possible de l'État, lorsqu'apparaît la conclusion socialiste. Oh, je sais très bien qu'on nous dit c'est un monopole. Mais il y a autre chose que le monopole apparent qui appartient à la nation et aux communautés. Il y a le monopole de fait qui appartient à quelques capitalistes privilégiés. Et puis on nous dit, vous allez créer des fonctionnaires. C'est avec cet argument que l'on oppose depuis quelques années, qu'on s'oppose depuis quelques années à toutes les mesures qui sont la défense nécessaire du domaine public. Lorsqu'il s'est agi, par exemple, et l'on peut s'en souvenir, cela remonte à quelques années à peine, de racheter à la société des téléphones la concession qu'on lui avait faite pour rattacher les téléphones à l'exploitation de l'État, on a dit, vous allez créer de nouveaux fonctionnaires. Mais est-ce que le régime capitaliste n'a pas lui aussi ses fonctionnaires ? Quelle différence faites-vous, au point de vue de la sécurité et au point de vue de l'indépendance, entre les agents des compagnies des chemins de fer et de salariés, les employés de l'État ? Ce régime capitaliste, avec ses grandes administrations et ses monopoles de fait, crée lui aussi des catégories de fonctionnaires. Seulement, ce sont des fonctionnaires de l'intérêt privé. Et l'on peut bien, sans scandale, leur substituer les fonctionnaires d'intérêt public. Les fonctionnaires de l'intérêt public. Et on nous dira encore, l'État spéculera. Regardons-y de près. Messieurs, comment l'État pourra-t-il spéculer ? Il rachètera ouvertement sur les marchés extérieurs avec des adjudications s'il le faut, les blés étrangers, et il les revendra. Est-ce que vous voulez imaginer qu'aujourd'hui, vous supprimez la spéculation et que vous l'empêchez de pénétrer jusque dans l'État, même en ne constituant pas à l'État un pouvoir apparent ? Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, vous supprimez la spéculation et que vous l'empêchez de pénétrer jusque dans l'État, même en ne constituant pas à l'État un pouvoir apparent ? Mais l'État, messieurs, est perpétuellement en proie dans notre société à toutes sortes de tentations.
même quand il n'exerce pas une autorité ouverte, surtout alors. L'État ne pourra-t-il pas spéculer avec vos droits de douane? Monsieur le ministre ne me l'a pas dit. Mais je suis bien sûr qu'un de ses arguments contre le droit gradué, c'est la facilité qu'il donnerait à l'État de spéculer. Il est bien évident que lorsque il est bien évident que lorsque le ministre de l'Agriculture sera renseigné, il serait le premier sur l'État de tous les marchés disséminés sur la France, et qu'il serait le seul à un moment à posséder le secret d'où va dépendre une variation du droit. Il est bien certain qu'il pourrait spéculer, mouvements divers. Au contraire, le mécanisme que nous instituons fonctionne évidemment à ciel ouvert et d'une manière, pour ainsi dire, mathématique. Il ne donne prise à aucune spéculation. Tandis qu'il nous est possible de préciser les spéculations auxquelles donnent lieu tous vos systèmes de douane, il serait impossible de préciser les spéculations dangereuses auxquelles donnerait lieu le monopole de l'État. En tout cas, voilà un étrange argument. Parce que l'État est faillible, parce qu'il peut être induit en certaines tentations, vous allez laisser le champ libre à la spéculation privée, au détriment de l'intérêt public. Et vous allez enlever à l'État une de ses attributions nécessaires. Il s'agit de savoir, et c'est par là que je demande à la Chambre la permission de terminer ces trop longues observations, il s'agit de savoir si vous allez faire œuvre efficace ou œuvre vaine, œuvre durable ou œuvre éphémère. Vous avez promis aux cultivateurs le relèvement des cours. Or, il est démontré par la discussion, non par la mienne, vous entendez bien, mais par la discussion qui s'est poursuivie à cette tribune, que vous n'êtes nullement assuré de l'obtenir et que vous allez ménager très probablement aux populations rurales une déception nouvelle. Vous voulez relever les cours du blé sans vous exposer à affamer l'ouvrier. Et vous ne pouvez pas nous affirmer que d'ici 10 à 12 mois, lorsque le stock qu'on a magazine, que d'ici 12 à 12 mois, lorsque le stock qu'on a en magazine actuellement sera écoulé, à l'entrée de l'hiver prochain, il ne se produira pas une hausse excessive contre laquelle vous serez absolument désarmé. C'est la crainte de l'honorable M. Méline de la commission des douanes. Si vous vous débarrassez du péril du droit gradué, vous retranchez aussi la faculté que ce droit vous donnait de combattre une hausse dangereuse pour les consommateurs. Au contraire, avec le monopole d'importation des blés, qui permet à l'État d'établir pour les blés étrangers un cours régulateur, vous donnez aux paysans une satisfaction effective, vous donnez aux consommateurs une garantie réelle. Quoi que vous en pensiez, c'est encore le seul moyen de mettre un terme à la spéculation et d'arracher à tous les périls qui ont été dénoncés par tous les ministres de l'Agriculture à cette tribune l'alimentation publique elle-même. Applaudissements à l'extrême gauche et sur divers bancs à gauche. Alors, camarades et citoyens, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que ce texte date un peu, qu'il y a peut-être des éléments à actualiser. Ouais. Mais fondamentalement, l'analyse est intéressante, même à développer dans le cadre de la mondialisation actuelle, parce que le capitalisme, par définition, produit une mondialisation, produit des échanges, produit des échanges, produit de la concurrence, produit ces mécanismes-là de marché. Même s'il y a des capitalistes protectionnistes, ils viennent plutôt des capitalistes libéraux. C'est ce qu'on peut voir chez Jaurès. Et aujourd'hui, on a un capitalisme qui n'est plus industriel mais financier, donc c'est encore pire. C'est encore pire le capitalisme financier que industriel. On est dans un stade où on a un capitalisme beaucoup plus financier qu'industriel actuellement. Tout l'enjeu de la mondialisation est énorme aujourd'hui avec le chômage de masse et compagnie. Donc, il y a toutes ces questions-là de la mondialisation que pose Jaurès, et Jaurès dit, en somme, c'est vrai qu'il dit se distinguer des protectionnistes et libre-échangistes. Alors, on va voir pourquoi. Il ne se distingue pas des protectionnistes au sens où il refusa le protectionnisme, il est pour le protectionnisme. Mais il le considère comme insuffisant.
le protectionnisme est insuffisant et il serait beaucoup plus efficace géré par des monopoles d'État, donc par des mesures socialistes. Voilà, des mesures de type socialiste. Et il le considère comme insuffisant. Bonne volonté, il y a déjà une ouverture vers le socialisme pour des capitalistes protectionnistes. Ensuite, le socialisme envisage de rompre avec la propriété privée lucrative. Le socialisme, communisme. Jaurès est collectiviste, l'oublions pas. Eh bien, le camarade Jaurès montre que il faut mettre en place une politique collectiviste pour faire un protectionnisme efficace. Et que la question se posera vraiment, se posera plus vraiment dans un monde socialiste, communiste, collectiviste, parce qu'on aura aboli, on aura mis fin plutôt parce qu'abolir, ça se fait quand même progressivement, on aura mis fin au fonctionnement capitaliste de cette économie, qui est la guerre économique de tous contre tout, donc la concurrence. À court terme, on est pour le protectionnisme, évidemment. Mais si vous voulez que ça soit réellement efficace et pas décevoir la population, mettez-y nos graines de socialisme. C'est-à-dire le monopole public, par exemple, sur l'importation du blé. Oui, Jaurès a une approche gradualiste, mais une approche qui est réellement collectiviste. Bon, il y aura beaucoup de gens qui feront une levée de bouclier aujourd'hui sur la question migratoire. Je ne développerai pas sur ce sujet, c'est vraiment le sujet du protectionnisme qui m'intéresse. Ça peut être lié parce que c'est une question de frontières. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le protectionnisme au niveau de contrôler sa monnaie et ses frontières douanières pour les marchandises. Clairement. Et qu'on reprenne le contrôle et qu'on réindustrialise la France. Mais voilà, vous avez un texte de Jaurès. N'allez pas me dire que le socialisme, par internationalisme, nierait des mesures protectionnistes, des mesures de patriotisme économique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, plus nuancé. Et Jaurès est un exemple énorme à ce sujet. L'exemple de ce que Marx appelle le cosmopolitisme, qui est dénoncé par Jaurès. Jaurès ne confond pas internationalisme et cosmopolitisme. Jaurès ne confond pas internationalisme et cosmopolitisme, tout comme Marx. Donc, camarades et citoyens, si vous voulez, je vous mets l'article en description et comme toujours, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons.